Et rebonjour à tous. On est avec notre dernière invitée de la journée, Dieynaba Diop. Bonjour. Bonjour. Dieynaba, donc tu es première secrétaire fédérale des Yvelines. C'est ça. Et tu es aussi porte-parole du Parti Socialiste. Exactement. Et accessoirement adjointe à la ville de Muro. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Oui. Pour dire qui tu es, ton parcours, tout ça. Alors du coup, je suis une maman super active de 49 ans. J'ai 3 filles. Je suis dans le civil, je suis enseignante. Je suis prof de lycée pro depuis 25 ans. Ça commence à dater. Et en fait, j'enseigne au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, depuis à peu près 21 ans. J'ai fait des études de linguistique. Et en fait, j'ai un DEA du coup, en sciences du langage. Et j'ai travaillé sur le bilinguisme pendant 4 ans. Et je devais passer mon doctorat et puis finalement, j'ai choisi de passer en mode vie active parce que j'étais l'aînée de ma fratrie et qu'il fallait faire bouillir la marmite. Donc j'ai eu l'opportunité d'enseigner, alors j'avais dit tout sauf prof. Et finalement, lors d'un remplacement, je me suis aperçue qu'en fait, j'adorais ça. Et donc, j'ai passé le concours finalement en 2001, que j'ai obtenu. Et donc, du coup, je suis sur poste au même endroit depuis 21 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on va commencer tout doucement. Donc, pour toi, aujourd'hui, étant militante au Parti Socialiste et ayant des responsabilités au sein du parti, pourquoi, pour toi, le socialisme au XXIe siècle, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans les grandes lignes ? Alors, pour moi, dans les grandes lignes, en fait, le socialisme du XXIe siècle n'est pas si différent du socialisme de Jaurès ou de Blum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a encore des inégalités sociales qui sont criantes, sauf qu'elles ont changé d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent être des travailleurs, mais des travailleurs pauvres, que les jeunes sont très engagés justement sur tout ce qui est les problèmes sur le climat. Parce qu'on voit bien que notre quotidien se dégrade, notamment avec les canicules, avec justement les différents orages, les feux d'été, etc. Tout ce qui paraissait finalement une sorte de fantasme pour les climato-sceptiques s'est transformé finalement en une réalité cruelle depuis quelques années, puisque plus le temps passe et plus les choses ne vont pas dans le même sens. Et puis je crois que moi, quand je me suis engagée en politique, c'était parce que j'étais avant tout la fille d'une présidente d'association. Donc moi, je suis profondément attachée à l'éducation populaire. Et moi, j'estime qu'un des liens qui est le plus important dans ce socialisme du XXIe siècle, c'est d'être en prise avec les acteurs de terrain. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « mais moi, je ne fais pas de politique ». Et je leur dis « mais en fait, si, vous en faites quand vous êtes un acteur associatif, quand vous êtes justement un militant climatique, quand vous faites de l'éducation populaire, eh bien, tout ça, c'est de la politique. C'est simplement que vous en faites sous une autre forme que la mienne. Et moi, je dois penser les choses. Enfin, j'estime que quand on est un politique, il faut penser les politiques publiques, essayer de construire des espaces où les gens se sentent justement suffisamment à l'aise pour pouvoir justement discuter, échanger. Et je pense qu'une des choses qui change dans le socialisme du XXIe siècle, c'est qu'on doit beaucoup plus donner la parole à celles et ceux qui font au quotidien. Et je pense que c'est un peu ça qui nous a manqué dernièrement. Et je crois aussi que sur le socialisme du XXIe siècle, c'est qu'il y a une prise de conscience citoyenne tellement forte que si on ne co-construit pas si on leur donne l'impression qu'on arrive avec des solutions toutes faites, mais qui finalement restent très abstraites, eh ben, on n'arrive pas à les entraîner avec nous. Et donc je crois que c'est une des choses qui fondamentalement, moi je pense qu'il faut entendre, c'est ce désir de faire chez nos concitoyens. On n'a pas la science infuse. Moi je dis souvent, je suis une élue locale, que je peux avoir les meilleures idées du monde, mais si j'ai pas des agents, des techniciens pour le mettre en œuvre, en fait ça sert à rien. En fait ma politique publique, elle ne vit pas. Donc je crois qu'il faut aussi réussir ça. Et je crois que nos universités d'été, elles sont intéressantes là-dessus parce que cette thématique de retrouver le peuple, eh ben, ça veut dire aussi qu'on a compris aussi qu'on avait fait certaines erreurs par le passé et qu'une façon justement de retrouver le cœur de celles et ceux qui avaient confiance en nous, qui croyaient à notre capacité de transformer leur monde, parce qu'on l'a fait pendant des années, et ben, c'est de leur dire on arrive avec humilité et ambition, mais on est venu écouter ce que vous avez à nous dire, et peut-être
qu'ensemble, en échangeant, on va pouvoir trouver un terrain pour que demain, vous ayez un lendemain un petit peu meilleur. Ok. Donc on va enchaîner avec la phase suivante. Donc on va te présenter 3 citations qui sont en thème avec l'éducation, comme tu l'as dit, professeur à Mantes-la-Jolie. Et donc tu vas devoir deviner si ces citations ont été dites par des socialistes ou par des non-socialistes. Moi je suis nulle. Tu peux regarder. Alors on n'enseigne pas ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir, on enseigne, on ne peut enseigner que ce que l'on est. Alors à ton avis? Ça ressemble à une citation socialiste. Ça ressemble. Ça ressemble. Je suis pas sûre, mais je dirais plutôt oui. Ouais. Et donc c'est un petit peu. Un petit peu. Très bien. Je pense que ça doit être la 4e fois qu'on doit avoir une citation de Jaurès. C'est ça. Depuis ce matin. Ouais. Donc voilà. Très bien. Non, mais très belle citation. Très bonne citation. Et c'est une citation que je fais mienne parce que je crois très sincèrement que au bout de 25 ans d'enseignement, j'ai vu passer beaucoup de classes, beaucoup de profils, et je crois que les élèves ne se trompent pas sur qui on est. Si on ne porte pas intrinsèquement un certain nombre de valeurs, un certain nombre de... C'est vrai qu'on est là pour transmettre des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, et je crois que moi, je suis profondément attachée à l'école républicaine parce que moi, je suis la fille d'un immigré sénégalais qui est arrivé dans les années 60, qui n'a jamais mis les pieds dans une école et qui, du coup, ne sait ni lire ni écrire. Mon père a maintenant 80 ans. Ma mère avait la chance d'avoir fait un peu d'école et donc c'est elle qui, le soir, me faisait réviser mes leçons, etc. Et moi, je crois que l'école, fondamentalement, elle doit être émancipatrice et elle doit être justement facteur d'ascension et surtout de découvrir qui on est et ce qu'on a envie d'être. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre ce gouvernement qui détricote ses acquis de l'école républicaine. En tant qu'enseignante, j'ai vu mes heures d'enseignement fondre comme peau de chagrin en lycée professionnel parce qu'on estime qu'on va en faire des bons petits exécutants et qu'ils n'ont pas besoin de s'ouvrir à plein de choses. Donc je crois que c'est fondamentalement important quand on enseigne d'être d'abord soi et de pouvoir transmettre ensuite à celles et ceux qui cherchent, parce que moi je suis en lycée, et qui sont en train de construire ce qu'ils seront demain. Surtout en lycée professionnel. Surtout en lycée pro. Ouais, surtout en lycée professionnel. On a plutôt tendance à imaginer que le mieux c'est de passer le plus de temps possible en entreprise au exactement des savoirs fondamentaux, ouais. Alors que c'est quand même un tiers de notre jeunesse qui est scolarisée en lycée professionnel. C'est aussi des jeunes gens qui sont à un moment de leur parcours où on se cherche, où on se construit, et moi je crois que quel que soit son parcours, on doit avoir un parcours citoyen. Et il ne faut pas délaisser cet apport justement que doit être celui de l'école républicaine. Et c'est pour ça que je ne comprends même pas que les socialistes n'aient pas, lorsqu'ils étaient au pouvoir, permis à celles et ceux qui sont en lycée professionnel d'avoir un enseignement de philosophie, par exemple en terminale. Ouais. Et moi je pense que ça c'est un des écueils. Et je pense que la prochaine fois que la gauche arrivera au pouvoir, une des premières choses qu'elle doit faire, c'est permettre à ses élèves justement d'avoir un enseignement de philosophie comme les autres. Super, on va passer à la citation suivante. Donc l'éducation ne doit pas être un privilège mais un droit fondamental accessible à tous, indépendamment de leur origine sociale. Ça ressemble aussi à dire. Ça ressemble aussi. Ça ressemble aussi. Bon, je dirais oui. Oui. Alors, c'est Angela Davis. Ah yes, Angela Davis, je sais pas trop. Voilà, grande militante de gauche américaine. Très grande militante de gauche américaine. Qui a rapidement milité au Parti communiste américain. Ouais, tout à fait. Donc un petit peu socialiste quand même. C'est ça, tout à fait. Mais je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'ai dit que ça ressemble au socialisme, parce qu'en fait, fondamentalement, la gauche croit à l'école. Il croit à l'émancipation et il croit au fait que chacun doit être en capacité justement de recevoir une éducation, une transmission de savoir, peu importe ses origines, peu importe justement son niveau social. Et moi je le dis souvent, c'est que pour moi, la République, elle doit permettre à chacun de trouver sa place, quelle que soit son origine et quelle que soit justement son origine géographique, sociale ou encore son orientation sexuelle ou confessionnelle. Parce que pour moi, l'école, c'est l'endroit où on est tous des enfants de la République. Et le problème qu'on a fondamentalement aujourd'hui, c'est que
on a une conception de l'école qui est une conception de l'école à deux vitesses, comme celle de notre santé ou des autres services publics. Il y a celles et ceux qui peuvent y avoir accès parce qu'ils ont les moyens de pouvoir se payer des écoles privées ou d'accéder à un certain nombre de savoirs. Et puis il y a celles et ceux qui n'ont pas de patrimoine et qui du coup sont privés de ce patrimoine commun qu'est l'école, ou encore le service public d'accès à la santé, ou encore l'accès à la culture. Parce que pour moi, une des choses que doit apporter aussi l'école, fondamentalement, c'est la culture. Parce que moi je dis souvent à mes élèves que la différence entre un bon élève et un excellent élève, c'est son niveau de culture générale. Parce que c'est ce qui donne les codes. C'est ce qui vous permet justement de, quel que soit l'interlocuteur, d'être en capacité justement d'aller trouver comment vous allez vous positionner. Et je pense que aussi c'est pour ça que dans nos écoles, il faut faire plus de place à la culture, aux artistes, aux écrivains, pour qu'on se rende compte que c'est une façon de voir le monde, de le penser, de le regarder, et que ça nourrit justement notre propre vision du monde. Super, donc on va passer à la dernière citation. Donc la véritable éducation consiste à former des esprits libres, capables de penser par eux-mêmes et de prendre des décisions éclairées pour leur avenir. Je pense que c'est pas socialiste, il me semble que c'est un philosophe, mais je suis pas sûre. Une grande philosophe. Mon Dieu, Valérie Pécresse. Oh mon Parce Dieu. que tu es aussi conseillère régionale. Ah mon Dieu. Bon, Valérie On va penser à toi sur les citations. Non, mais en fait, c'est que effectivement, elle a raison là-dessus. Effectivement, c'est que on se rejoint sur ce, sauf que sa façon justement d'appréhender l'école dans sa gestion de la région Île-de-France est aux antipodes de ce qu'elle défend. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, pour prendre un exemple concret, lorsqu'on donne plus d'argent qu'on ne doit le faire selon la loi aux établissements privés, c'est aussi priver un certain nombre de nos lycées d'Île-de-France de justement des contributions et de l'argent public dont on a besoin. Lorsqu'on voit l'état de délabrement de certains de nos établissements, on se dit qu'elle ne devrait pas donner de l'argent à des organismes de formation privés, à des écoles confessionnelles privées, parce qu'elles chouchoutent un certain électorat. Et moi, je suis pour qu'il y ait effectivement une offre éducative la plus large possible à nos concitoyennes et nos concitoyens. Mais pour moi, l'argent public doit aller aux écoles publiques. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas réussi justement à faire en sorte que celles et ceux qui font le choix de mettre leurs enfants dans des écoles privées, eh bien, font aussi le choix de financer ces écoles. Parce que l'école privée, c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas l'obligation de scolariser toutes celles et tous ceux qui se présentent. Et puis, il y a une sélection par l'argent. Et puis, vous avez même de bons élèves qu'on remercie au bout de la première année parce qu'ils ne sont pas, ils sont à 14, 15 de moyenne, mais comme on veut justement garder un niveau d'excellence, et ben on garde que ceux qui sont entre 16 et 19. Et je pense que c'est d'une violence incroyable pour ces jeunes gens. Et puis c'est aussi faire du tri. Et moi je suis contre l'élitisme. Moi je suis pour une école qui accueille tous les enfants, et je pense que la mixité sociale est un des biens les plus précieux de l'école publique. Ouais. Super. Donc on va passer à une question clé qui donc encore une fois autour de l'éducation. Donc comment est-ce qu'on peut éduquer sans favoriser la reproduction sociale? Et on embrasse évidemment Pierre Bourdieu exactement, qui nous regarde de là où il est. Moi je crois profondément que pour ne pas reproduire justement cette espèce d'assignement à résidence dont souffrent beaucoup de nos concitoyens, parce que lorsque vous êtes dans une école où il n'y a quasiment plus de mixité sociale, où vous grandissez ensemble au quartier, cette école, en fait, la carte scolaire vous assigne à une certaine école, eh bien, la mixité, elle arrive de plus en plus tard, voire elle n'arrive quasiment plus, dans certains cas, pour certains élèves de certains quartiers populaires. Et ça, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu périurbain, parce qu'il faut arrêter cette espèce de mythe qui laisse penser que seuls les quartiers dits populaires, et d'ailleurs j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que c'est pas juste, que dans nos quartiers qui sont plutôt stigmatisés, parce qu'on parle de quartier, on sait très bien à quel type de population on pense, eh bien il faut qu'on remette de la mixité sociale dans nos quartiers si on ne veut pas faire de la reproduction. Moi, j'ai été assez interpellée sur le fait que des études vous disent que dès la maternelle, en fait, finalement, se joue
les questions de réussite scolaire. Eh bien, si dès la maternelle se jouent ces questions-là, eh bien, ça veut dire que dès la maternelle, il faut se donner les moyens que ces enfants, ceux qui sont les plus défavorisés, puissent bénéficier justement de moyens qui leur permettent d'être pris en charge et de gommer, ou en tout cas de rééquilibrer un certain nombre d'inégalités. On parle d'égalité des chances. En fait, non, c'est pas l'égalité des chances qu'il faut faire de l'équité. Parce qu'il y a un enfant qui va avoir besoin de 2 heures, un autre c'est plutôt 4 heures, un autre en 1 demi-heure, il aura compris l'exercice. Le problème c'est que notre système tel qu'il existe aujourd'hui ne permet pas de faire ce qu'on appelle, on a appelé très savamment de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire d'être en capacité de répondre aux besoins spécifiques et personnalisés de chacun des enfants. Au-delà du fait que moi je ne veux pas qu'on trie nos jeunes, donnons-nous les moyens. C'est-à-dire que si on met en priorité des enseignants qui sortent tout frais moulus, par exemple du concours dans des quartiers dits difficiles, comment voulez-vous qu'ils soient... on commence notre métier dans des conditions qui sont les plus difficiles. C'est compliqué. Il faudrait plutôt des gens comme moi qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience et qui peuvent justement... travailler avec quelqu'un qui sort justement des concours en lui disant voilà les petits trucs qui vont te permettre de pouvoir appréhender ta classe où tu vas pouvoir te sentir à l'aise. Laisser aussi peut-être une plus grande liberté pédagogique à celles et ceux qui veulent accompagner au mieux. Et puis c'est surtout alléger les effectifs de classe. Moi ce qui me sidère c'est que quand j'ai commencé ma carrière, on était toujours au moins le double, voire le triple de candidats que de postes ouverts au concours. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à recruter. Posons-nous la question. Si on n'arrive pas à recruter, c'est pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, les métiers qui sont ceux des services publics n'attirent plus, parce que la rémunération n'est pas à la hauteur des enjeux. On nous demande, quand vous êtes enseignant, de répondre et de résoudre tous les problèmes sociétaux, et en même temps, on nous donne 4 heures par semaine pour voir nos élèves en français, en histoire géo, en EMC. Comment on forme un citoyen éclairé en 4 heures ? Moi, je ne sais pas faire. Et moi, je crois que la reproduction sociale, c'est pas seulement au sein de l'école, si on veut lutter contre ça. Il y a toute cette éducation populaire qu'il faut réhabiliter et qu'on a complètement abandonnée, notamment la droite l'a abandonnée depuis longtemps. Mon maire dit souvent, l'école c'est que 150 jours par an. Le reste du temps, nos jeunes ils sont dehors. Donc occupons ce temps avec de la culture, avec les associations sportives, avec justement de l'éducation populaire. Et je crois que le droit aux vacances, on en a beaucoup parlé. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse se sentir épanoui lorsque sa propre famille n'est pas en capacité de lui offrir ne serait-ce qu'une semaine de vacances. Donc moi je crois que la reproduction sociale c'est un faisceau de facteurs et c'est pas seulement l'école, parce que l'école ne peut pas tout. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la question de la mixité sociale, qu'est-ce que tu penses par exemple de la réforme de la carte scolaire qui avait été engagée par Madame Belkacem, Vallaud Belkacem, en 2015 quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que pour toi c'est quelque chose vers lequel il faut aller ? Ça allait dans le bon sens. Je vais citer un autre exemple qui à mon sens va dans ce qu'on devrait faire. Et donc du coup je vais rendre hommage à mon camarade et ami Sébastien Vincini qui est président du département de Haute-Garonne, qui a fait ce qu'on appelle du buzzing. C'est-à-dire qu'en fait, il a rasé les collèges qui étaient dans les quartiers les plus défavorisés. Et il a mis tous ces gamins-là dans des bus et les a emmenés dans les quartiers qui étaient dits plus favorisés. Bien sûr que ça a fait hurler les parents des collèges et des quartiers dits favorisés, CSP+. Eh bien, 4 ans plus tard, le bilan il est plus que positif parce que là, on a de la vraie mixité sociale. 9 gamins sur 10 continuent leur parcours. C'est de la vraie réussite dans les collèges. Mais je crois que nous, socialistes, on doit être en capacité d'avoir ce type d'initiative coup de poing. Et je crois qu'être politique aussi, c'est prendre des décisions qui peut-être ne sont pas populaires au début, mais qui permettent un vrai mieux-être pour celles et ceux qui en bénéficient. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et qu'il faut... Johanna Roland dit aussi qu'il faudrait qu'on ait le courage d'intégrer dans la carte scolaire les lycées privés. Ou les établissements privés dans leur justement dans leur globalité,
et de mettre sur le même plan un collège privé, un collège public. Eh bien moi je crois qu'effectivement, si nous on n'est pas disruptif sur ces questions-là, si on n'est pas innovant comme on a su le faire, justement au moment où on a transformé la vie des gens, eh ben, on pourra toujours espérer avoir de la mixité sociale, mais on n'en aura pas. Parce que la réalité, c'est que tout le monde est pour la mixité sociale, mais pas pour ses enfants. Ouais. Pour les autres, c'est vachement bien, mais pas pour les siens. Ouais. Le nombre d'enseignants qui ont leurs enfants dans le privé, voilà. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être croyant, c'est bien, mais pratiquant, c'est mieux. Et je crois que c'est ce qu'a fait Sébastien Vincini, parce que je pense qu'être un homme ou une femme de gauche, c'est oser des politiques que justement les autres n'oseraient pas dans l'intérêt collectif. Ouais. Super, magnifique. Donc on va pouvoir essayer un petit peu de voir ce que ça pourrait donner. Ouais. Si demain on te donnait une baguette magique, on te disait tu peux mettre en place un concept, une idée, une mesure, celle que tu veux, et demain c'est mis en place, c'est voilà, laquelle tu prends et pourquoi? Laquelle je prends, éducation, eh ben, j'allège tous les effectifs dans les classes. Et je mets du temps après la classe pour les enfants, pour qu'ils puissent être accompagnés, pour celles et ceux qui en ont besoin. Parce que moi, je crois que pour lutter contre justement les inégalités, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, quand ils ont des parents qui travaillent tard, parce que les parents n'ont pas fait d'études, etc., eh bien, il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir son enseignant ou d'avoir quelqu'un qui est formé, qui l'accompagne sur ce temps d'apprentissage. Donc si je pouvais, j'abaisserais justement les effectifs à 20 par classe, et puis je donnerais la possibilité de revenir, je sais que je vais me faire appeler Arthur, mais à une semaine de 5 jours, pour que l'enfant il ait vraiment du temps avec son enseignant, et de redonner de la place à l'éducation populaire sur ce temps qui reste, où on travaille main dans la main avec les associations. Et je pense qu'un ministère de l'éducation populaire, c'est quelque chose qui nous ferait le plus grand bien. Ouais, et c'est d'ailleurs ce qui avait été mis en place avec les ZEP notamment. Tout à fait. Avec des classes qui sont limitées, plafonnées à 25 élèves à 25. par classe. Moi, c'est ce que j'ai, par exemple. Moi, je suis en zone d'éducation prioritaire à Mantes-la-Jolie. J'ai des effectifs qui ne peuvent pas dépasser 24 élèves par classe. C'est un confort, parce que quand on voit que mon mari, lui, travaille sur une zone qui n'était pas d'éducation prioritaire, il montait jusqu'à 35. Donc moi, je sais pas, mais vous faites que ce que vous voulez, mais 35 élèves par classe, en fait, c'est du cours magistral. Ça peut pas être de la pédagogie différenciée, ça peut pas être du temps qu'on accorde aux jeunes. Et puis, ils ont besoin de temps, ils ont besoin qu'on leur explique des concepts, etc. Donc, moi, je crois que la première des choses, c'est d'alléger les effectifs et de donner la possibilité à chacun d'avoir le temps de discuter, d'échanger avec son enseignant. Ouais. Je me souviens, typiquement, moi j'étais en collège dans une zone d'éducation prioritaire, quand ça s'appelait encore comme ça, parce que maintenant c'est REP+. C'est REP+, je crois, où justement on était limité à 25 élèves. Exactement. Et on avait des temps après la fin des cours où on pouvait être avec un enseignant. Exactement. Ils appelaient ça des aides aux devoirs. Des aides aux devoirs, après la fin des cours, et ça avait l'air de bien marcher. Et c'est des devoirs faits. Et moi je pense que c'est important qu'à un moment donné, un enfant puisse dire ça j'ai pas compris, prendre le temps de décortiquer avec lui, et puis parfois avoir aussi, moi j'ai mis en place la réforme des rythmes scolaires, j'étais adjointe à l'éducation, et moi je me souviens de belles réussites où on faisait rentrer les associations dans les établissements, parce que moi j'avais fait le choix de dégager une après-midi entière, pas de faire du saupoudrage 1h30 par jour, mais j'avais découpé la ville, en fait on a découpé la ville sur 4 secteurs, et en fait une fois par semaine, une après-midi par secteur, en fait, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, ils avaient des interventions de l'extérieur, de la culture, du sport. On faisait des initiations aux arts plastiques, etc. Et en fait, ça leur permettait de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait par ailleurs. Et de travailler, par exemple, sur les établissements qu'on avait, le conservatoire. On a un musée numérique, etc., etc. Moi, je crois intimement que si on ne met pas à la disposition d'un enfant tous les outils possibles, comment voulez-vous qu'ils se construisent ? Alors peut-être qu'il va en faire 2 ans, 1 an, peut-être qu'il va se chercher, mais ça va l'aider à se trouver, et il va pas se fermer les champs des possibles. Ouais. Moi j'ai dit toujours que c'est important de dire à un enfant que tout est ouvert et que c'est à lui, en étant accompagné, de trouver sa voie. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc là on va passer à notre petit moment un petit peu éducation populaire. Donc tu peux voir qu'on a une fresque
Ouais. Donc tous nos invités précédents ont dessiné Mais je suis nulle au dessin. leur vision. Oh, il y en a qui sont nuls aussi. Hein. On va pas donner les noms. Oui. Donc voilà, si tu devais dessiner ta vision du socialisme, un concept, une idée, rapidement. Ça va être horrible, j'ai Tu vois, on est allé de l'arbre au triangle, donc t'as. C'est une petite place en haut à droite, je pense, là, elle t'attend. Ouais. Ça va être horrible. laisse pas beaucoup de place. Ça dépend de la taille de ce que tu veux dessiner. Mais je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup, je dis toujours que quand on est un enfant, vous ne moquez pas de mes bonhommes. Parce que je suis restée à ce stade-là. En fait, il faut avoir les pieds sur terre et puis il faut avoir plein de rêves ici. Et pour moi, en fait, c'est le socialisme, il doit justement être celui qui le prend par la main. Il faut qu'il l'élève vers un idéal. Et puis comme ça, en fait, on peut rêver ensemble. C'est très poétique. Voilà. Ouais, c'est un semblable à celui d'Eric Andrieux, je trouve. Ouais. J'ai une petite idée, ouais. C'est bien. Ouais. Eric, c'est un très grand député. Il a fait des petits nuages lui aussi. Ouais, c'est ça. Il s'est pas risqué à dessiner des bonhommes. Voilà. Moi, j'ai risqué, même si on dirait des petits bonhommes d'une grande section, mais voilà. J'en suis restée. Oui, Mais je après, il crois n'y a pas beaucoup de personnages très très bien dessinés. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Globalement. Je crois que quand on est socialiste, il faut que justement les gens, on doit porter cet espoir. Et en fait, les gens doivent continuer de rêver. Et je crois que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de défaitisme face aux grands défis qu'on a, qu'ils soient climatiques, sociaux, sociétaux. Il y a des gens qui se disent mais à quoi bon ? Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi peu de gens qui votent, aussi peu de gens qui s'encartent, parce qu'ils se disent que finalement, ils ne voient pas où est-ce qu'on peut trouver les solutions. Et moi, je crois profondément que être engagé en politique, c'est être en capacité d'accompagner les gens et moi, c'est ce que je dis toujours, j'ai pas de baguette magique, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est que votre vie elle soit un petit peu meilleure. Et puis, c'est surtout créer des espaces où vous vous sentez profondément chez vous, des espaces où vous vous sentez respecté, et puis des espaces où vous pouvez rêver. Parce que moi, mon premier souvenir politique, c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, j'avais 7 ans. Et moi, je me rappelle de l'émotion de mes parents qui étaient... ils étaient galvanisés ce 10 mai 81, et je disais à mon père, mais pourquoi t'es content comme ça ? C'est un président. Il me dit, mais ça va tout changer. Parce que lui, il va penser au peuple. Et je me rappelle, mon père m'a dit, on va enfin avoir un président qui pense à nous. Et si on m'avait dit que plusieurs années plus tard, je serais porte-parole et une des héritières de François Mitterrand, je l'aurais jamais cru. Sincèrement, parce que je ne pensais même pas un jour pouvoir faire de la politique, parce que pour moi, c'était très loin de moi. Et je crois que le socialisme, c'est ça. Le socialisme, c'est être en capacité de se dire qu'on est un enfant de la République, et que d'où qu'on vienne, en fait, on peut être quelqu'un. Et qu'on peut être reconnu pour ce qu'on peut apporter. Et c'est pour ça que je pense que le socialisme du 21e siècle, il sera profondément humaniste et populaire, ou il ne sera pas. Il faut revenir à nos fondamentaux et parler des femmes, parler de l'Europe, surtout lorsqu'on voit le contexte très anxiogène dans lequel on est aujourd'hui, parler de pouvoir d'achat, parler de social écologie, ça doit être les moteurs qui vont nous permettre d'inventer les solutions de demain. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et je crois que quand on sera en capacité, de nouveau, de faire rêver les gens et de se dire, en fait, si je mets un bulletin socialiste, si je mets un bulletin de quelqu'un qui représente l'union de la gauche et des écologistes, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être que mon fils, ma fille vivra mieux. Et le jour où on arrivera à faire ça, je crois qu'on reviendra aux responsabilités et on pourra de nouveau écrire de très belles pages de notre histoire. C'est sûr. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà, exactement. On travaille en tout cas. Je crois que c'est ce qui nous anime et je pense qu'on est sur le bon chemin. Et je crois que ces universités d'été nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Ouais. En parlant d'université d'été, est-ce que tu te vient en tête une anecdote qui t'est arrivée pendant une des universités d'été du PS ou pas, pendant une anecdote
en tant que première fête dans les Yvelines ou une anecdote? Non, alors une anecdote pendant les universités d'été, plutôt. Je crois que c'était une de mes toutes premières universités. Donc je suis arrivée, etc. Je découvre un petit peu le fonctionnement du parti. Je cherchais un peu mes camarades. Et je vois des gens qui, très vite, en fait, m'ouvrent la voie. En me disant, mais allez-y, s'il vous plaît, madame. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils m'ont confondu avec une autre députée. Et donc moi, j'étais un peu... Je dis, pourquoi il m'accueille comme ça, etc. Et je ne connaissais pas grand monde. Et je me suis retrouvée, en fait, à l'époque, avec Jean-Christophe Cambadélis, Manuel Valls, etc. Parce qu'ils pensaient que j'étais députée. Donc, moi, je dis rien. Je rentre, je me faufile. Et du coup, je commence à discuter, etc. Et ça m'a permis, du coup, de croiser Christiane Taubira, donc avec qui j'ai échangé, etc. Et moi, je crois que ce qu'on a changé dans nos universités d'été depuis qu'Olivier est arrivé, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de côté people et ce côté qui était très... il y avait les militants d'un côté et il y avait... les grands politiques de l'autre. Et moi, je suis extrêmement reconnaissante à Olivier pour ça, c'est que, en fait, on a aboli cette espèce de barrière qu'il y avait entre le militant de base, je déteste ce terme, les petits militants et les grands élus. Et moi, je crois sincèrement que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée. J'avais l'impression qu'en fait, ils étaient dans leur cercle et puis que nous, on les regardait de loin. Ouais. Et par exemple, le brunch qu'on fait le dimanche matin, je crois que c'est un moment hyper important parce qu'on peut poser des questions, on peut discuter, on se balade, puisque j'ai la chance d'être dans la direction nationale. Et moi, je sais que les universités d'été, pour moi, c'était plutôt le moment où je voyais des gens que je voyais à la télé. Et donc, du coup, c'était le moment de pouvoir les approcher un petit peu pour de vrai. Alors que moi, j'estime que on est tous des camarades et que sans notre base, sans celles et ceux qui collent les affiches, celles et ceux qui vont dans les marchés, qui connaissent leur territoire, et qui payent leurs cotisations, le parti il n'existe pas. Ouais. Et moi je crois que c'est hyper important qu'on ait réussi à remettre un petit peu ce genre de choses entre nous. D'avoir aboli cette barrière entre ceux qui savent et ceux qui sont là pour, comment dirais-je, faire fouille. Oui, non, c'est une génération à passer de la main et exactement. Une nouvelle est en train de... Exactement, voilà. Bon, et merci beaucoup. Merci à vous. Ah mince, oui, pardon. J'ai oublié. Oui, est-ce que tu aurais un conseil de livre, de lecture à donner à un jeune militant de 18 ans? Un jeune militant Moi, c'est pas un conseil de lecture que je donnerais. Je dirais que lorsqu'on est un jeune militant socialiste, il ne faut pas hésiter justement, plutôt que de chercher des conseils de celles et ceux qui vous précèdent, c'est plutôt de donner sa vision du socialisme. Moi, je crois que c'est très important quand on est un jeune socialiste, quand on est un jeune adhérent du parti, c'est d'être en capacité de venir dire ce qu'on est venu chercher au parti, ce qu'on attend du parti. Parce que c'est comme ça qu'on va renouveler notre logiciel et c'est comme ça qu'on sera le plus proche de ce qu'ils attendent de nous. Moi, je pars du principe que je suis là pour être au service de celles et ceux qui ont vu dans notre formation politique un moyen de militer et d'être au service de leur cause. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de fierté à accueillir quelqu'un, par exemple, comme Stéphane Ravaclé, qui nous a rejoints et qui est, pour moi, l'incarnation de ce que nous devons porter. C'est-à-dire qu'on doit être auprès des gens, des vrais gens, ceux qui font du matin au soir et qui défendent ceux qui n'ont pas grand-chose. Et c'est pour ça que je leur dirais, oui, il faut lire Jaurès, il faut lire Blum, mais il faut surtout venir avec sa vision du socialisme et la partager. Parce que plus on sera nombreux à partager cette vision-là, et plus on sera le plus juste possible sur ce qu'on attend de nous. Et je pense que c'est... et puis c'est surtout qu'il faut qu'on écrive ensemble cette page de notre histoire commune. Et je serais très mauvaise conseillère parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup lu sur le socialisme parce que moi, je viens pas
des écoles, etc. Personne n'avait fait de la politique dans ma famille avant. Moi, je suis vraiment une élue de terrain. Moi, je me suis retrouvée propulsée adjointe à l'éducation. J'avais jamais fait de politique de ma vie. Et en fait, pour moi, l'action politique, c'est avant tout une action de transformation, d'écoute, beaucoup d'écoute, et d'essayer d'innover, de trouver des choses qui vont être utiles aux autres. Et c'est pour ça que c'est bien de lire ceux qui nous ont précédés, mais moi, je suis plutôt de cette génération qui préfère écrire ce qui va venir. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci à vous. C'était très intéressant. Ouais, c'était. Surtout sur une thématique comme l'éducation, qui te tient te tient très à cœur, comme tu es professeur. Ouais, je suis enseignante. Et c'est vrai que enseignante et adjointe. J'ai été adjointe à l'éducation, puis à la culture, et aujourd'hui je suis en relations internationales. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que l'éducation, c'est le cœur du réacteur. Et qu'un enfant qui bénéficie d'une bonne éducation, c'est-à-dire d'une instruction, d'ailleurs, publique, plutôt que de l'éducation, parce qu'on n'éduque pas un enfant. On l'aide justement à grandir en lui transmettant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, en lui donnant des codes. Et ce sont ses parents qui l'éduquent. Mais nous, on fait de la co-construction. Et je crois qu'il faut arrêter de penser que, je le dis encore une fois, l'école ne peut pas tout. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Donc, aidons ses parents, justement, dans cette co-construction, et aidons ses enfants à devenir l'homme ou la femme qu'ils ont envie d'être, sans les juger. Il faut juste les guider un peu, et puis on ne sera pas tous président de la République, ingénieur, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est que chacun se sente épanoui et utile dans ce qu'il aura choisi, et qu'il se dise, finalement, je vis bien. Et je trouve que ce sera une belle victoire si chacun et chacune peut se lever le matin et se dire, en fait, ça va. Je vis bien. Une petite note d'espoir. Exactement. Ça fait toujours du bien. Exactement. On va marquer une courte pause, on va débriefer de cette interview. À tout de suite. On vient raccompagner Djenaba. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention ? C'est très cool. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien de revoir. En fait, elle a permis de redonner un peu sa vision et la vision de la gauche de la place et du rôle de l'école. Et j'ai trouvé très intéressant aussi le fait qu'elle dise à plusieurs reprises que l'école, non, elle peut pas tout. L'école, elle est pas là pour éduquer les enfants, parce que ça, c'est des choses qu'on a entendues beaucoup, justement, même quand il pouvait y avoir des émeutes, quand il y avait des choses comme ça, Emmanuel Macron ou son gouvernement qui disait « Ah bah oui, c'est un problème avec l'école, c'est un problème avec les mères célibataires, etc. Vous faites pas votre travail et tout. » Mais en fait, non, c'est aussi, c'est surtout le côté, de toute façon, de l'école qui doit avoir un vrai rôle pour former des citoyens, et qui doit avoir les moyens, en fait, pour pouvoir former les citoyens, parce que c'est comme ce qu'elle disait, quand on a une classe 4 heures par semaine, c'est compliqué de pouvoir faire de l'accompagnement, c'est compliqué de pouvoir bien inculquer les valeurs de la République, de la citoyenneté, et de pouvoir justement permettre ensuite d'avoir des futurs citoyens qui pourront prendre toute leur place vraiment dans la République. Oui, puis il y a la question du nombre d'enfants par classe. Ça, c'est vrai qu'à 35 enfants, on se demande comment est-ce qu'ils arrivent à faire plus cours. Même. Ouais, souvent plus. Mais, souvent plus. Et puis j'ai bien aimé aussi tout son discours sur la reproduction sociale, sur le fait qu'il faut... il faut casser il faut casser la carte scolaire, aller plus loin que ce que tu disais par rapport à la réforme de Najat Vallaud-Belkacem, d'inclure les collèges privés. Ça va dans le bon sens. Et ouais, comme toi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle élargisse le sujet, qu'elle dise que ça ne peut pas on peut pas tout faire rien qu'avec l'école. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, puis le fait aussi de vouloir intégrer des acteurs extérieurs à l'école, des associations, des artistes, des écrivains, etc., qui puissent venir faire tout ce travail d'éducation populaire aussi au sein de l'école. Je trouve la dimension assez intéressante parce que c'est souvent un angle mort quand on parle d'éducation. On ne pense qu'à l'école, on repense à notre parcours scolaire, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, mais on oublie souvent tout ce qu'il peut y avoir autour et tout ce qu'on peut créer autour de cette thématique de l'éducation.
Donc je trouve que c'est pas mal parce que justement elle intègre tout ça. Et je trouve qu'elle a une vision assez large de ce que peut être et de ce que doit être une éducation de gauche, quoi. Et aussi ce qu'elle disait sur du coup les collèges, les lycées privés qui sont subventionnés aussi en grande partie par de l'argent public. Et même là, l'exemple qu'a donné avec donc Valérie Pécresse qui, en étant présidente de la région Île-de-France, subventionne plus que ce qui est demandé justement les lycées privés, alors que la région a la compétence justement des lycées publics et que c'est ce budget-là qui va dans les lycées publics. Et on sait aussi qu'il y avait, comme dans beaucoup de lycées, mais il y a beaucoup de lycées qui sont dans un état quand même de délabrement assez certain, aussi en région Île-de-France. Ouais. Et le fait de faire le choix politique de, comme elle disait, de chouchouter une certaine partie de l'électorat qui justement va mettre ses enfants dans le privé parce que beaucoup de lycées et de collèges privés sont justement des facteurs de reproduction sociale, d'élitisme, de sélection par les notes, par l'argent. C'est quelque chose qu'on doit combattre plus et ne pas renforcer justement. Et le fait donc aussi de mettre les collèges et lycées privés dans la carte scolaire, ça oui, ça peut être un vrai moyen de faire aussi de la mixité sociale et de casser aussi cet élitisme justement. Des ghettos de riches. Oui. Ouais. C'est ce que c'est aussi. Oui, clairement. Et qui échappe complètement à toute réglementation, enfin, ou presque. Parce que justement, c'est des établissements qui sont très majoritairement situés en centre-ville et qui, des fois, en fait, attrapent des populations qui se mettent elles-mêmes en difficulté par le délabrement de l'enseignement public, en fait. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça. En fait, l'enseignement public a tellement été défavorisé et tellement été délaissé par les politiques de ces dernières années que souvent les parents ont, à titre très légitime, ont peur pour l'avenir de leurs enfants, mais qu'est-ce que mon enfant va faire en école, etc. Et finissent par le mettre dans le privé et se foutent eux-mêmes dans la mouise. Ouais. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Puis il y a aussi l'autre sujet dont elle a parlé, c'est aussi l'accompagnement des enfants hors de la classe pour faire les devoirs notamment. Ouais. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un truc dont nous à gauche on doit s'emparer. Ouais. De comment est-ce parce qu'il y a parce que les enfants ils apprennent en cours, mais aussi ils essayent de mieux, d'encore mieux, enfin d'appliquer plutôt via les devoirs. Et si on les accompagne pas, ils vont être perdus et ça va encore plus prendre de retard. Ouais, puis il y a de vraies discriminations vis-à-vis des parents aussi. Et c'est là qu'on retrouve la dynamique de reproduction sociale, c'est-à-dire que deux élèves qui ont les mêmes devoirs dans une même classe avec les mêmes professeurs, etc., mais qui ont d'un côté des parents fonctionnaires, profs, avocats, qui ont fait de grandes études, etc., et de l'autre côté des parents ouvriers qui n'ont pas vraiment fait d'études poussées, qui n'ont pas toujours les connaissances, les capacités d'accompagner leur enfant à faire ses devoirs, à réviser ses leçons, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir justement ces moments-là où on peut accompagner ces élèves-là qui n'ont pas leurs parents pour les aider, ni un frère, ni une sœur, ni quoi que ce soit, qui que ce soit, pour les aider à la maison, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, puis je pense qu'on va faire la conclusion un peu plus globale de ce live. Ouais. Donc déjà, merci à tous et toutes de l'avoir suivi. C'était long, 10 heures, mais on a vu plein de choses différentes. On a vu plein d'intervenants qui sont venus présenter leur vision du socialisme sur plein de sujets différents. On l'a vu avec Dinaba sur l'éducation. C'était vraiment complet, je trouvais. Et puis chacun avait vraiment sa vision différente, sa façon d'apporter les choses. Voilà, je trouvais que Dinaba était très élue de terrain. Alors Aurore Laluc est un peu plus ce matin un peu plus intellectuelle, un peu plus européenne, une vision un peu plus globale. Voilà, chaque invité, je trouvais se complétait bien entre eux. Et donc on va reproduire ça l'année prochaine, j'espère, sur un nouveau sujet, parce que voilà, je trouve que c'était bien sympa à faire. Ouais. Et alors, juste pour finir sur l'éducation, il y a Nomad TV dans le chat qui signale à juste titre, parce que ça j'ai complètement oublié, la discrimination vis-à-vis des fournitures scolaires aussi. Ah oui. Par rapport au... Je sais plus dans quel coin c'était,
Je crois que c'était à Marseille, le maire qui s'est porté garant pour donner des fournitures scolaires à tous les enfants, parce que justement c'est aussi une source de discrimination à l'école, de distinction sociale aussi, par rapport au matériel scolaire, Ouais, et des problèmes vis-à-vis de l'apprentissage. Non, clairement. Donc voilà. Donc Bon, voilà, non, mais je je pense qu'on va arrêter là. On va juste remercier tous ceux qui ont Ouais. participé au live, les invités, les gens, Sacha, Les gens qui étaient Cléo, là. Sohen, Simon, Ahmed. Martin qui nous a prêté son appartement, Ahmet, voilà, vraiment tous les, parce que c'était une très grosse organisation, 3 mois d'organisation pour toute une journée de live. Donc voilà, on est fiers d'avoir pu le mettre en place. Et puis j'espère que vous avez aimé ça. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Twitch, partagez nos lives, partagez nos contenus. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et puis voilà, on était très heureux de faire ce live avec vous. Et puis bon, on va À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Un mardi. Au moins, non, on en fait. Ouais, au moins, je pense que mardi, on va faire un petit live. Ouais. Et puis, je sais pas sur quoi encore. Et non, et le 4 septembre, on reçoit le maire de Villeurbanne pour parler de questions de logement. Donc voilà, soyez attentifs sur les réseaux. Et puis